la liberté. Parlons racisme. Oui, osons parler de couleur de peau, de rejet de l'autre, de préjugés, de discrimination, de privilèges et de toutes ces formes d'injustice. Osons parler même du racisme qu'il y a chez nous. Il faut soulever ces tabous, briser le silence et accepter d'affronter nos réalités, celles du racisme systémique. Bienvenue dans À voix haute, un balado en 10 épisodes signé La Liberté en collaboration avec Noir et Fier. Wilji Sagosa, directeur artistique du festival Noir et Fier et co-directeur de ce projet, est la voix de cet épisode. Épisode 6, la santé mentale. Le racisme systémique ne s'arrête pas aux mots ou aux actes visibles. Il s'infiltre peu à peu dans l'esprit et le corps, laissant des marques profondes et souvent invisibles. Comment le racisme systémique affecte-t-il la santé mentale des personnes racisées? Quels sont les impacts du rejet, des microagressions et du stress chronique sur leur bien-être? Et surtout, comment peut-on réparer, prévenir et soutenir? Dans cet épisode, nous plongeons au cœur de ces réalités difficiles en explorant le lien entre le racisme systémique et la santé mentale. À travers des témoignages et des analyses d'experts, nous mettons en lumière ce coût humain trop souvent passé sous silence. Il y a quelques années, Axel, jeune femme étudiante à l'université de Winnipeg, a connu des événements qui ont changé sa sensibilité identitaire. À partir de ce moment, elle est devenue plus que jamais consciente de sa couleur de peau et de l'impact qu'elle peut parfois malheureusement avoir face au regard de certains. Beaucoup se reconnaîtront dans cette partie de son histoire qui commence en 2020, lorsqu'elle était adolescente. C'était la période où il y avait George Floyd l'incident de George Floyd qui s'était produit et puis plusieurs autres meurtres aux États-Unis. Et puis là, jusqu'à ce moment-là, même dans ce moment-là, je n'avais pas réalisé combien les médias pouvaient affecter ma vie et comment cette situation qui paraissait comme si ça s'est passé quelque part de si loin, aux États-Unis, on est au Canada, mais ça m'a vraiment affectée personnellement. Et j'ai dit ça sans blague, depuis cette période, je n'étais pas vraiment la même personne. Et pendant ce temps, là, avec une augmentation des discussions sur le racisme, c'est quoi les micro-agressions, les macro-agressions, c'est là où j'ai appris comme, quelles sont ces expériences? Et là, j'étais en train de réfléchir et penser à d'autres expériences que j'ai vécues. Et je me suis dit, mes parents avaient raison. C'était pas vraiment des situations où la personne avait juste une mauvaise journée. Non, j'étais en train de penser à toute la situation en entier. J'ai dit, c'était comme... Parce que j'étais noire. C'est la seule réponse logique que j'ai pour la situation que j'ai vécue. Il y avait comme plusieurs flashbacks, en fait. Dans cette période très complexe, les langues se dénouent, les discriminations sont dénoncées, les consciences sont éveillées. On ouvre les yeux sur les microagressions et leur impact. C'est quelque chose de très subtil que Leslie Hackett, thérapeute manitobaine, nous explique. Alors, ce sont des commentaires et des gestes dans les interactions qui communiquent subitement les attitudes préjugées. Des fois, c'est quelque chose de très difficile à identifier ou comme à préciser, mais c'est juste quelque chose qu'on peut ressentir dans l'ambiance ou dans même le regard de quelqu'un qui nous rend mal à l'aise. Ça peut être très désorientant. C'est difficile d'expliquer à quelqu'un d'autre. C'est d'autant plus décourageant quand l'autre personne veut juste nier mon expérience.
comme j'essaie d'expliquer à quelqu'un, cette personne m'a parlé d'une certaine façon où j'avais juste une impression de quelque chose de négatif et l'autre personne va dire, ben, t'étais probablement juste trop sensible ou tu l'as imaginé ou je connais cette personne, non, là, elle n'est pas raciste. Alors, quand c'est difficile de vraiment expliquer qu'est-ce qui se passe ou identifier qu'est-ce qui se passe, les gens ont tendance à se douter de leur propre perception de la réalité, son propre bon jugement. Et puis là, après, même en essayant d'en parler avec mes amis, il y avait peut-être des amis blancs que j'avais. Et parce que eux, ça ne touchait pas des gens qui leur ressemblent ou dans leur communauté, ils étaient moins ouverts à avoir ces conversations. Et puis, je trouvais qu'ils minimisaient quelque chose qui me touchait beaucoup pour une raison quelconque. On peut se sentir comme l'expression gaslighting. Gaslighted par toute la société. En général, gaslighting, c'est l'effort de quelqu'un de mettre en question les perceptions de réalité de quelqu'un d'autre pour contrôler cette personne, pour déstabiliser cette personne, pour mettre en question les paroles ou les intentions de cette personne-là pour son propre gain. Si les autres ne vont pas nous croire sans exemple concret, comment se faire soutenir? Comment ne pas se sentir isolé? Alors, ça peut être très difficile à gérer. Après ça, et là, je dis ça très honnêtement, ça a vraiment affecté toutes les interactions que j'avais avec non seulement les personnes blanches, surtout les personnes blanches, mais d'autres cultures, d'autres ethnies. J'avais cette vision, et c'est très triste et très dommage, mais j'avais vraiment cette vision ou ce pressentiment que le monde entier était contre moi et que naturellement, les personnes blanches n'allaient jamais m'accepter complètement parce que j'étais noire. Et au point où j'avais même peur de rencontrer de nouvelles personnes blanches ou d'interagir avec des personnes blanches que je ne connaissais pas parce que j'avais peur de vivre une expérience négative. Et puis, je trouve que après ce temps-là, avec le temps, ça a un peu diminué. Et après ce temps jusqu'à maintenant, c'était vraiment un processus de healing, je peux dire. Jusqu'à aujourd'hui, c'est comme... Ça me choque vraiment. Ça fait déjà comme 5 ans que c'est arrivé, cette période. Mais je me sens comme si c'était hier. Moi, je comprends ça comme un épuisement qu'on peut ressentir de jour en jour. Si on est confronté comme constamment de cette dévalorisation, minimisation de son expérience, le fait de toujours devoir s'expliquer, se justifier, éduquer les autres personnes, éduquer les Blancs au sujet de la culture noire, de la diversité en dedans de la culture noire. Et aussi, quand on répond à ça avec une manque de compréhension et avec cette minimisation pour dire, ben, t'es trop sensible, t'exagères, c'était pas vraiment qu'est-ce qui se passait dans cette interaction-là où je ne vois pas la couleur, je vois tout le monde juste pareil. Et c'est fatigant juste de toujours rencontrer cette manque de connaissances, un manque de connaissances dans les gens qui ne sont pas racisés, dans les gens qui ne vivent pas notre expérience. Un épuisement, c'est fatigant. Leslie Hackett n'utilise pas ces mots par hasard. Toutes ces choses plus ou moins subtiles et liées au racisme constituent ce qu'on appelle la Black Fatigue. Mais on y reviendra.
Nous avons rencontré Karine. Elle est originaire du Bénin et a immigré au Canada avec sa famille en 2018. D'abord au Québec, elle a repris ses études. Mais durant ces 2 années, elle a subi plusieurs expériences de racisme. Depuis, elle sent qu'elle est marquée à vie. Pourtant, elle fait tout pour garder ça à l'intérieur. Dans l'hiver, la période hivernale, j'ai fait ma période automne, tout, j'ai vécu tout ça. Un matin, je reprenais les cours. Je quittais chez moi et je marchais parce que l'école est à 3 minutes ou 4 minutes de marche de ma maison. Je marchais toute seule dans la neige et je ne sais d'où est venue les larmes. J'ai commencé par couler les larmes toute seule. Et je me dis, je vais encore recommencer ce chagrin comme ça. J'entre dans une classe, je dis bonjour, personne ne me répond. Toute la journée, je ne peux parler avec personne. Et je vais faire ça pendant combien de temps encore? Et je marchais, je ne sais d'où est venue l'idée. Et la chose me pique, le cerveau me dit, tu peux t'imposer de pas ton travail bien fait dans cette salle. Et je marchais encore, c'est revenu encore une deuxième fois. J'ai dit, ok, peut-être c'est une solution. J'entre le matin, là, j'ai dit bonjour, personne n'a répondu. Okay, j'ai l'habitude de m'asseoir devant. J'ai dit, ok, je vais changer de place. J'ai ramassé tous mes effets, je suis allée complètement derrière. C'est par là que j'ai commencé. Quand on dit travail d'équipe, je me dis non, je ne veux plus faire équipe. Et à cette session, j'ai reçu une autre fille algérienne. C'est cette fille qui est venue m'appuyer. Quand elle est venue dans la session, les autres l'ont invitée. Elle leur a dit non, je veux m'asseoir à côté de cette dame-là. Et elle est venue s'asseoir à côté de moi. Et c'est avec elle que j'ai fait équipe. Quand la prof vient et dit chercher des groupes de travail, je me lève. Elle me dit non, assis-toi ici. Nous deux, nous sommes capables de faire une équipe de travail. C'est elle vraiment qui m'a sauvée. Et je restais assis, on faisait le travail ensemble. Et quand on dit travail d'équipe, je disais non, je ne veux plus former d'équipe. Je suis capable de faire tous mes travaux seul et je pognais des 100%. 100% jusqu'au stage, 100%. Et c'est quand elles ont commencé, parce que quand les notes viennent, elles cherchent à avoir la note des autres. Oh, toi, tu as eu combien? Oh, elle a eu combien? Et elles savaient mes notes. Moi, je disais mes notes, j'ai 100%. Et c'est là elles ont voulu renouer contact avec moi pour faire des travaux en équipe. J'ai dit non, j'en ai pas besoin, je suis correcte. Je peux travailler seule, je suis capable jusqu'à la fin. C'est comme ça que j'ai pu résoudre mon problème de déchirer cœur. Ça me chagrine. Je dis, je suis capable. Qu'est-ce que je cherchais? Je n'ai pas vu. Je comptais sur mon énergie. Je n'aime pas emmagasiner des choses dans mon cœur. Quand je vis des choses, j'aime le dire en même temps et j'aime progresser. J'oublie, je les classe dans le passé et j'évolue parce que je sais que devant, j'ai encore beaucoup de bonnes choses à réaliser. Pourquoi rester sur quelque chose qui m'empêche de vivre et m'éterniser et ne pas m'éclater, réaliser, atteindre mes objectifs. Alors, j'étais faite depuis comme ça mon pays. Quand je vis quelque chose et ça ne va pas, je prends du temps, je révise dans ma tête qu'est-ce que je dois dire pour ne pas blesser l'autre, comment parler mes bons mots. Je les recherche, je les associe. Et maintenant, je prends de l'énergie et je dis, je vais parler. Je suis une personne forte. J'aime parler quand même. Des fois, je dépasse ce que je dois dire, mais j'aime parler. Et quand vraiment j'ouvre ma bouche et je le dis, c'est que c'est fini là. Ça a quitté mon cœur. Je peux te dire aujourd'hui que mon parcours a été long au Canada. Par la force des choses de Dieu, de la nature, je ne suis plus dans cette province. Et je peux te dire qu'aujourd'hui, j'ai pu penser mes douleurs face à cette nouvelle population que je rencontre, ces gens que je rencontre aujourd'hui. Ça me donne vraiment la joie au cœur. Quand il y aura d'autres événements qui viendront, ça va toujours ressusciter cette chose que j'avais vécue parce que psychologiquement, mon moi a encaissé ça. Je fais l'effort de le chasser, mais mon moi là, c'est toujours là. Donc, quand il y aura un événement où je vais vivre, je verrai des gens qui vont vivre la même situation. J'irai dans mon moi, ressortir cela, je vais dire, oh, moi-même, j'ai vécu des choses comme ça. Je me prendrai en exemple et je vais dire, j'ai vécu tant. Et même pour encourager cette personne, je vais dire, aménage-toi, tu n'es pas la seule à vivre, mais tu peux t'aménager, tu peux parler, tu peux t'extérioriser, ça va t'aider. Parce que quand le moi le prend vraiment, c'est difficile de le faire sortir. Mais s'il n'y a pas des événements qui viennent ressusciter ça, ça s'endort en moi et je continue ma vie. D'une des idées stéréotypées par rapport aux Noirs, que nous sommes tous et toutes forts, que nous pouvons endurer
la souffrance sans arrêt et que nous avons juste comme la force de continuer et que nous sommes là pour nous soutenir l'un à l'autre, mais que tous les défis, tous les problèmes dans nos vies ne nous affectent pas. Mais ce n'est pas le cas. Comme oui, nous sommes vulnérables aussi. Nous avons besoin de soutien. Ça nous affecte, le racisme. Nous sommes affectés par les troubles de santé mentale aussi. Et je pense que un des effets du racisme, des idées stéréotypées, c'est que nous pouvons les intérioriser nous-mêmes et croire que, à cause que nous sommes noirs, que nous sommes obligés de démontrer ces caractéristiques-là, de la force, de manque de vulnérabilité, mais ce n'est pas le cas. Et je pense que c'est important dans la communauté noire de reconnaître que nous pouvons chercher de l'aide. Il n'y a rien de mal dans ça. Et que la santé mentale est quelque chose qu'il faut soigner. On ne peut pas juste s'attendre à ce qu'on continue de faire face aux problèmes dans la société sans ressentir les effets. L'accumulation des agressions, qu'elles soient micro, macro, directes ou indirectes, laisse des traces pouvant aller jusqu'au traumatisme. Comment faire pour trouver la résilience? Nous avons rencontré le Dr Abdul Rahman, psychologue clinicien à Winnipeg, auteur, conférencier et consultant spécialisé dans l'inclusion et l'antiracisme. Il insiste sur l'importance d'un cercle de soutien. What we know is that trauma can produce something we call post-traumatic growth. There are people who suffer through a lot of pain and become strong and resilient. But what we know about resilience and psychological trauma is the one primary consistent factor that leads to psychological resilience is social support. And so, there's a lot of research done on people who survived significant sexual abuse. And what we found, or what researchers found, what psychologists found, is that some children who experience sexual abuse would decompensate and experience many negative consequences as a result of that, and some survived and thrived. And what was the difference? What was the factor? And what they found is that the children who were resilient psychologically, who developed, so to speak, that thick skin, had at least one person in their life that they could trust and be open with. There's a newer element some of my colleagues talk about. One of my colleagues, who's a black woman, American, who's now working in Canada, she talks about the concept of racial trauma. And many researchers and clinicians are now talking about that. And racial trauma is really a form of, it is PTSD, which is pretty much aligned with the trauma of racism. And about 28% of people of color, all of whom would experience racism, would develop this form of PTSD, racial trauma. So it can impact people very negatively, most certainly. But the other piece, and I think probably even the more dangerous piece, is the acceptance and the internalization of our dehumanization, of a hierarchy that doesn't leave us at the top. So, look, mental illness, when it gets to that point, it can be treated. We have evidence-based practice to do it. But the dilemma here with post-traumatic stress disorder is that the trauma stops. That's the diagnosis. Whereas with racial trauma, it is ongoing. The trauma doesn't stop. It's repeated. And so I'd say that the greatest impact is when we have simply learned to play the game of survival and we walk around. And many, many people of color will tell you, yeah, you just have to get used to this. We must move forward. You cannot do that. And in our communities of color, we are both angry and frustrated and want to speak up, but we are also indoctrinated with the belief that we must stay quiet for our own safety. Comme l'a expliqué le Dr Abdul Rahman, le racisme agit comme un traumatisme parfois assimilé à un syndrome de stress post-traumatique,
mais avec une différence majeure. Ce traumatisme se répète, il ne s'arrête jamais. Pourtant, il rappelle ce que des recherches ont prouvé. Un soutien social fort peut aider les victimes à surmonter cette douleur et à retrouver leur résilience. Malgré la colère et la frustration, nombreuses personnes de couleur succombent à la croyance qu'il vaut mieux garder le silence pour sa propre sécurité. Nous avons rencontré Bédi qui nous a raconté lui aussi une partie de son cheminement. Originaire du Mali, il est arrivé au Manitoba en 2011. Comme il le dit lui-même, c'est en arrivant en Amérique du Nord qu'il s'est rendu compte qu'il était noir. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Quand l'identité devient un fardeau, cela peut être parfois très lourd à porter, surtout avec son lot de questionnements. Je ne sais même pas comment je vais l'expliquer. C'est comme si tout d'un coup, on me définissait en fait. Parce que moi-même, la définition que j'avais de moi n'était pas aussi poussée. Je me disais, oui, je suis un être humain et je vis sur Terre. Mais me dire que, OK, maintenant, ma couleur de peau va être un défi, ma couleur de peau va être une différence avec laquelle il va falloir que je fasse attention. Parce que j'ai toujours moi-même des idées en arrière de ma tête. Chaque interaction que j'ai en général, pas tout le temps, mais la plupart du temps, si quelqu'un a une réaction peut-être déplacée envers moi, je me pose la question, est-ce que cette personne a quelque chose contre ma couleur de peau ou bien c'est contre moi personnellement qu'il a un problème? Parce que, OK, j'accepterais plus qu'il ait un problème avec moi personnellement que de ma couleur de peau, parce que ça, j'y peux rien. Alors, j'ai toujours ça à l'arrière de ma tête, mais c'est vraiment particulier de se poser la question, de se dire que, OK, ma couleur va faire une différence et il faut que je fasse avec ça. Alors, je ne sais même pas comment je peux expliquer le ressenti que j'avais par rapport à ça, mais c'était très particulier. Le fait que j'ai ce pressentiment-là, je ne voudrais pas que quelqu'un d'autre ait ce pressentiment-là. Mais il est vrai que lorsque j'ai des interactions avec les gens, surtout quand c'est des interactions négatives, souvent ça peut même être positif, mais je me pose la question, est-ce que cette interaction que j'ai avec cette personne est vraiment honnête ou bien est-ce que ça a à voir avec le fait que je sois différent, entre guillemets parce qu'il y a un terme qu'on utilisait beaucoup dans le passé, qu'on n'utilise plus vraiment aujourd'hui, la discrimination positive. Et ça, c'est important parce que souvent, même quand on a quelque chose qu'on se dit avoir mérité, on se pose toujours la question, est-ce que c'est parce qu'on essaie d'atteindre un quota, que voilà, je suis dans un certain milieu parce qu'au final, quand on se retrouve généralement seul dans ce milieu, on se pose vraiment cette question-là. Est-ce que je suis là comme un quota ou bien est-ce que je suis là parce que je mérite vraiment d'être là? Donc ça, c'est les questions qu'on se pose. Le questionnement et le doute pesant, Barthélemy Bolivar en sait quelque chose. Chercheur et intellectuel manitobain, originaire d'Haïti, il est impliqué dans les causes de justice sociale et raciale depuis longtemps. Il nous a partagé très personnellement comment le racisme systémique décuple l'inquiétude qu'il peut avoir pour ses enfants. Il y a beaucoup d'effets pervers là-dedans. Donc, et parfois indirectement, il y a des nouvelles. Par exemple, moi, quand j'entends qu'un enfant noir a été brûlé à l'eau chaude par un adulte, écoutez, j'ai des enfants. Vous savez qu'est-ce que ça me fait? Est-ce que dans l'Halloween, je vais laisser mes enfants aller devant la porte des voisins? Quand j'entends des Noirs qui sont disparus quelque part, est-ce que mon fils peut faire du backpack après la 12e année? Et excusez-moi, la réponse est non. La réponse est non. Mais pour tous ceux qui vivent dans la même salle de classe que lui, ils peuvent aller faire du backpack, il n'y a pas de danger. Et ils vont revenir. Il y a toujours des accidents, là. Je ne veux pas dire que quelque chose ne peut pas arriver. Mais à 99,9%, ils retournent à la maison. Et moi, je sais que si mon enfant noir est parti, dire, OK, je vais aller voir le monde, visiter le monde. Je sais qu'il ne revient pas. La probabilité qu'il revienne est mince. À quelque part, il y a quelqu'un qui va peut-être l'attaquer à cause de sa couleur. Je lui dis la réalité. Tu ne pars pas, mon gars.
je ne vais pas te perdre. Et ça, c'est Black Fatigue. Et ça, c'est l'anxiété qui est liée à la race et qui est systémique. Le Black Fatigue, c'est tout le stress qui vient, le fait qu'on est noir, on pense qu'on est sous la loupe, que les gens nous surveillent trop de près, on n'a pas droit à l'erreur, on doit performer 2 fois plus que les autres pour avoir le même rendement que les autres, parce qu'à quelque part, il y a comme une attente qui est tacite, qu'on doit faire plus que les autres pour avoir le même mérite que les autres. Et parfois, ça se passe de génération en génération, même sur nos enfants. Leslie Hackett et Dr Abdul Haman nous éclairent davantage sur l'importance de parler de santé mentale, d'en prendre soin et surtout comprendre le lien entre racisme systémique et santé mentale. Ça, c'est quelque chose de très important. Quand peu importe la raison pour le stress, que ce soit le racisme ou les troubles dans les dynamiques de famille ou les troubles de s'intégrer dans la communauté après l'immigration, par exemple, ou n'importe quoi, oui, il faut reconnaître que la santé mentale est quelque chose de réel. C'est quelque chose c'est une expérience partagée et que d'avoir des troubles dans la santé mentale et de chercher de l'aide, qu'il n'y a rien de mal dans ça. Ça ne veut pas dire qu'on est faible. Ça ne veut pas dire qu'on est fou. Just because people who face discrimination may experience mental health challenges as a result of racism and discrimination doesn't necessarily mean that they have a diagnosable mental illness. Remember that only about 28, it's a large percentage, but only about 28% of people of color who face racism will develop a form of racial trauma or PTSD. We can all struggle with our mental health without having a formal mental illness diagnosis, right? So in the same way we think about health and well-being, we don't have to have a diagnosable medical condition in order for us to eat well and exercise. When we think about physical health, we want to do the things to prevent that. And mental health is very much the same way. When we say that people's mental health is impacted as a result of racism, it is a very profound thing. So many of us may struggle with low self-esteem, low self-worth, without formally meeting any criteria for major depressive disorder, social anxiety disorder, generalized anxiety, PTSD, although that is the precursor to that, right? And so what happens is when people face racism, the impact of that starts to now wear away at their psychological resilience and now becomes a risk factor for probable mental illness diagnosis later on. One of the ways in which racism impacts the mental health and well-being of people of color is this form of internalized racism. Now, internalized racism is not this. It is not people who recognize racism and consciously make the decision to avoid conflict for safety, because that is a realistic phenomenon, that one must recognize the threats and simply avoid them and navigate them. Internalized racism is when one believes what is being said about themselves and their people. Now, this is probably the most successful strategy of racism and systemic racism. We had this system. We know racism existed for a very long time. But these systems of colonial white supremacy have been successful because now you don't have to police people; they police themselves. So, for example, I sit here in clothing that appears very Western. I can tell you, I'll be very honest, I like clothing that looks British. I like sweaters and collared shirts and khaki pants and tweed jackets. I love that look. But I come from a colonized country where my grandfather really adopted that. And then my father, perhaps a little less so,
but he still believed that a well-dressed man was in a button-down shirt and khakis with good shoes. Now, I didn't consciously adopt that, but it was passed down through generations. Now, the West doesn't have to worry about me wearing Arab or Zanzibari clothing out in public because it was done for them. I did it. My father did it. My grandfather did it without realizing it. And so you carry that burden where, can you imagine? So if I were to think I need to wear professional clothing, I would not for a second think of wearing a thawb. Or in Swahili we say kanzu, right? I would not think about that because in my mind, professional dress is not that clothing. In my mind, and in most people's minds, professional dress is Western clothing. So you see, that's just one example of how our thinking is burdened by these ideologies that restrict options. We know that most people are the healthiest when they have options to choose from. I don't know that I would do this business if there wasn't hope, right? As a psychologist who works in change, if we can treat significant depression, if I can address, very problematic anxiety disorders like obsessive compulsive disorder, if we can make movement of that, I'm generalizing, movement in 8 sessions, see, why couldn't we do that with society? See, treatment is like changing our way of thinking. It's a targeted form. Somebody comes in, they work on it, it's targeted. And then we encourage them to change their behaviors on a regular basis. So they come in, did you do your homework? Okay. And if they didn't, we determine why they didn't do it. What were the barriers? What were the emotional and the cognitive barriers to the homework? And we work on that in a targeted way. And the proxy of that, the consequence of that is a change in emotion, a better psychological health and well-being. Why couldn't we do that in society? You see, and that's why I target leaders, because leaders are the ones who can do this. And I think generally speaking, the everyday person is really willing to understand. And in most everyday people, you get to know your neighbors. You get to know them as people, not as immigrants or someone from here or there. You get to know them as people because they've automatically become a part of that community. The dilemma that we have is with our leaders who have not enshrined and indoctrinated this into our systems so that we work across the board, where all of us are thinking, so that even if you don't have somebody from a particular community, a particular Canadian community, in your specific community, you're aware, you're informed, and through celebration, by accepting this, we make change. And that is not just good for people who are marginalized. That is good for community overall. Research confirms that when we don't move towards inclusion, we actually artificially inflate the sense of self-worth in white people as a culture and as an ethnicity. And ultimately what that is a form of narcissism. And so can you imagine, why would we want a country full of people who are self-centered? We wouldn't want that. Even when they're well-meaning, they don't recognize that they're engaging something that focuses and centers themselves. We need to defund or distribute, these holidays and our systems so that we all are a part of our community. So that to me is hope. And in my little small way, if I can, despite the burden of carrying this, if we're having this conversation, you asked me to come on this podcast, this is hope. Le docteur Abdul-Rahman met en lumière un aspect insidieux et dangereusement efficace du racisme systémique. Le racisme intériorisé par les personnes de couleur. Ce processus transmis de génération en génération limite nos choix et façonne nos comportements. Mais Dr Abdul-Rahman reste optimiste. Si nous pouvons traiter des troubles mentaux profonds grâce à des approches ciblées, pourquoi ne pourrions-nous pas changer la société? Pour lui, c'est une question de leadership, de célébration de la diversité et d'inclusion réelle, bénéfique pour tous. Aujourd'hui, Axel, que nous avons entendu au tout début de l'épisode, va mieux. Mais c'était un long chemin. Ça lui a demandé du temps pour guérir et avoir confiance à nouveau. Elle tire des leçons de ce cheminement et garde, elle aussi, de l'espoir.
j'ai voulu me retenir à avoir certaines conversations pour ne pas offenser des gens. Mais à la fin de la journée, ce sont mes expériences. Et j'ai dû réaliser que j'ai le droit d'en parler sans avoir peur de toucher des gens. Parce que c'est pas tout le monde qui est mauvais, en fait. Dans ma tête, comme j'avais... je crois que des personnes racistes ou des personnes qui n'ont pas de bonnes intentions, ils ne sont pas la majorité, c'est une minorité, mais ils ont beaucoup de voix. C'est une minorité très forte. Mais c'est juste, voilà, je suis encore dans le processus de désapprendre. Donc, voilà. Merci aux intervenants de cet épisode. Axel Houlet, Leslie Hackett, Karine Correa, Dr Abdulrahman, Bédi Traoré et Barthélémy Bolivar. À voix haute est une série balado de la Liberté réalisée en partenariat avec Wilji Sagosa et Noir et Fier. Nous remercions la Fondation canadienne des relations raciales pour son soutien grâce au financement accordé par le gouvernement du Canada ainsi que la Société de la francophonie manitobaine. Écriture, entrevue et voix off, Morgane Lemay et Wilji Sagosa. Enregistrement, Mehdi Bérédad, Alicia Régnier et Martha Guerrero. Montage, Alicia Régnier et Mehdi Bérédad. Gestionnaire de projet, Fanny Demeuzy. Co-directeur du projet, Wilji Sagosa. Directrice adjointe, Lisiane Romain. Directrice générale et rédactrice en chef, Sophie Gaulin. Merci au comité de direction du projet, le Conseil jeunesse provincial, la Société de la francophonie manitobaine, l'accueil francophone, le Centre de santé Saint-Boniface et l'Union nationale métisse Saint-Joseph du Manitoba. Retrouvez tous les épisodes de À voix haute sur la-liberté.ca. Écrivez-nous, partagez vos commentaires et n'hésitez surtout pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. La liberté.